Bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web, avec aujourd'hui notre invité Gérard Larcher, sénateur UMP des Yvelines. Bonjour Gérard Larcher, Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également sur ce plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour Virginie. Je vous rappelle rapidement le principe, vous avez une quarantaine de minutes pour nous envoyer vos questions, que nous ferons un plaisir de transmettre à notre invité. Alors Gérard Larcher, on va commencer cette émission par la question de la réforme des retraites. Le rapport Moreau sur les retraites sera remis dans 2 jours au Premier ministre et il pourrait proposer d'allonger la durée de cotisation jusqu'à peut-être 44 annuités. Est-ce que vous seriez favorable à un tel allongement ? D'abord, la réforme des retraites, c'est quelque chose, comme parlementaire, que j'ai accompagné depuis 1993. Parce que ce sont les gouvernements de centre et de droite qui ont conduit la réforme des retraites jusque-là. Et j'allais dire, le gouvernement de gauche d'aujourd'hui, il est au pied du mur. Alors que constamment, depuis 20 ans, il n'a rien proposé, critiqué toute réforme des retraites. Le voilà, j'allais dire, dans l'obligation d'affronter ce dossier. Peut-être à l'origine de ce dossier, hier j'étais de ceux qui ont rendu hommage à Pierre Mauroy, mais en rendant hommage à Pierre Mauroy, en même temps, la décision de 1981-1982 de fixer, sans étude prospective, l'âge de la retraite au nom d'un engagement de l'Union de la gauche. Je vous rappelle 60 ans au départ pour les hommes et 55 ans pour les femmes, c'était la première proposition. En réduisant le temps de travail, c'était Philippe Séguin, quelqu'un que j'accompagnais déjà, qui avait dit qu'il y avait là un risque majeur de voir s'effondrer notre système par répartition. Et ce que nous avons essayé de faire depuis 1993, c'est de sauver le système par répartition. Alors, la question, allonger, oui, mais allonger ne suffit pas. Il faut se poser un certain nombre de questions autour de l'équité. Équité entre les systèmes de retraite. Alors justement, c'est une question qui nous est posée par Blaise, un internaute, et qui dit pourquoi, lorsque vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas mis fin aux injustices entre les différents régimes, régime général, fonctionnaires et les régimes spéciaux. Nous avons déjà convergé. Nous avons déjà fait cette marche de convergence. Elle n'est pas achevée. Je rappelle, on est arrivé à l'âge de 62 ans, quel que soit le régime. Là où nous n'avons pas encore convergé, c'est le nombre des années de référence qui sont pris en compte. Et bien sûr, il faudra converger sur ce point. C'est aussi une équité auquel il faut être attentif, et je m'étais battu, souvenez-vous, comme président du Sénat, sur la question des faibles pensions, sur la question des femmes, qui sont des questions tout à fait essentielles. Converger vers l'équité. L'équité, ça ne veut pas dire ratiboiser tout le monde, mais il est vrai que sur les régimes spéciaux, nous n'avons fait en 2008 que amorcer la convergence, et il va falloir aller plus loin. Je suis favorable, à terme, à un système, après l'étape, j'allais dire, Moreau, qui est une étape dont nous allons voir si le gouvernement a le courage de prendre les choses à bras-le-corps. Je crois que nous avions posé, en 2010, souvenez-vous, avec la CFDT, le principe de la réforme du système. La réforme du système, j'ai lu ce matin les propositions, par exemple, de Laurent Wauquiez dans le journal, votre confrère L'Opinion. Une réforme systémique, elle est nécessaire, mais elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Nous avions dit qu'en 2013, il nous fallait engager la réflexion sur la réforme systémique. J'ai vu que Laurent Berger, le nouveau patron de la CFDT, ne l'écartait pas. Je crois qu'il y a des mesures immédiates, mais il y a aussi la mesure, est-ce qu'il ne faut pas reculer l'âge légal ? Il y a la question de la pénibilité qui est posée. Parce qu'au fond, rendre équitable le système, c'est aussi prendre en compte la pénibilité, mais il va falloir trouver un équilibre. Et il y a aussi, progressivement, est-ce qu'on aligne en contribution sociale généralisée les retraités et les non-retraités ? Le pouvoir aujourd'hui tient ce discours-là de l'équilibre, de l'équité. C'est un nouveau discours et une conversion tardive. Je vous le reconnais. Mais si ça se traduit dans les faits, vous soutiendrez ce projet, vous le voterez Je soutiendrai, alors sous condition d'un certain nombre de rendez-vous, l'équité, la convergence des systèmes, le report de l'âge légal. Parce que, pardonnez-moi, on ne peut pas dire on augmente le temps de cotisation sans se poser la question du report de l'âge légal. Et ça peut s'aménager, y compris
pour ceux qui ont débuté très tôt ou qui ont été dans des métiers dont la pénibilité est reconnue. Il va falloir d'ailleurs reconnaître. L'ancien ministre du Travail que je suis sait que c'est un dossier extrêmement complexe. Vous faites des 60 ans un préalable? Ah oui. Enfin, c'est 62 aujourd'hui. L'âge légal est resté Oui, à 60. oui. Mais vous savez bien qu'aujourd'hui c'est 62 et pour à terme avoir une retraite à taux plein, quel que soit le durée de cotisation, 67. On ne peut pas vivre uniquement dans les mythes et les rêves. Vous savez, moi j'avais bien en tête, puisque nous évoquons la mémoire d'un homme qui a marqué, j'allais dire, l'alternance, la première alternance sous la Ve République, et dont je parle avec respect, même si je n'ai pas partagé tous ses choix. Il disait, 60 ans c'est la marque d'une ligne de vie. Méfions-nous des illusions. Aujourd'hui, la vraie ligne de vie, c'est de permettre à des hommes et des femmes d'avoir un emploi. Il faut aussi traiter, j'allais dire, des polypensionnés. Sujet qui était un sujet qui a été abordé comme si le monde n'avait pas bougé depuis les années 50 ou 60. C'est ça la réalité de la création d'un nouveau pilier du modèle social, qui est un système de retraite équilibré, plus juste, et qui surtout ne sert pas des pensions tellement modestes qu'on aurait un affaiblissement en quelque sorte d'un modèle social. Alors Gérard Larcher, on a une question de Miala qui vous parle de la CSG. Selon vous, est-ce qu'aligner le taux de CSG des retraités aisés sur celui des actifs serait une bonne idée? C'est en tous les cas une des idées que je n'ai jamais repoussées en ce qui me concerne. Je pense qu'il faut le faire progressivement, parce que là aussi, il ne faudrait pas lancer des illusions. On sait bien qu'il y a un risque de désindexation du niveau des retraites, et c'est beaucoup plus important que la question de la contribution de la CSG à partir d'un certain niveau des retraites. Car si les retraites ne sont plus indexées, et on voit déjà le premier pas qui a été franchi, et sans doute j'aurais pris, si j'avais été partenaire social, la même décision, Agir Carco pour sauver le régime. On voit bien qu'on est dans des mesures d'urgence. On a désindexé. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'on indexe plutôt sur la croissance? Ça, c'est un vrai sujet. Vous savez, je crois que le temps est venu de dire la vérité aux gens. On ne peut plus vivre dans l'illusion. On ne peut pas se permettre un déficit de 20 milliards, je ne vous parle pas des modèles à 2050 ou 2060, parce que le premier sujet de l'équilibre des retraites, c'est bien sûr des cotisations, c'est bien sûr des durées de cotisation, c'est une question d'âge légal, c'est une question de contribution, avec quand même un sujet. On ne pourra pas augmenter le coût du travail. Donc le paramètre, notamment augmentation des cotisations, tant pour les entreprises que pour les salariés, me semble être un paramètre qu'il faut écarter. Indexer son taux de croissance, c'est une idée nouvelle. Vous la proposez là aujourd'hui. Oui, parce que je ne sais pas comment on crée de richesse sans croissance. Voilà. Je ne sais pas comment on crée d'emploi sans croissance. Et puis on ne peut pas faire progresser les retraites plus vite que la création de richesse. On est bien d'accord. D'autant plus qu'on a des contraintes mais qui sont liées à la retraite. Larcher, par exemple, comment on finance la dépendance? Vous allez me dire, c'est pas la même chose que les retraites. Si, c'est un modèle de solidarité. Et dans ce modèle de solidarité, nous savons que la croissance des dépenses va plus vite que la croissance. Mais alors, justement, si vous alignez sur la croissance, s'il y a une décroissance, ça veut dire qu'on baisse les retraites? Non, vous pouvez avoir un cliquet qui vous mette à zéro. Mais tout ça, il faut le mettre sur la table. Et c'est l'intérêt. Mais ça n'est pas qu'une décision de partenaire social, les retraites. C'est une décision politique. C'est une décision de modèle social. D'ailleurs, il n'y aura pas d'accord social. Bien sûr, mais c'est le politique. C'est le politique, et ça, pour bien connaître la loi sur le dialogue social, et pour cause, la loi de janvier 2007, que j'avais eu l'honneur de défendre devant le Parlement, au nom du gouvernement qui était présidé sous la présidence de Jacques Chirac, je dois dire que ça, c'est typiquement, on a besoin de l'avis des partenaires sociaux, de leurs sentiments, et d'ailleurs peut-être d'un avis qui soit encore plus large, parce qu'il faut aussi consulter les retraités, il faut aussi consulter les forces vives actives, ça intéresse les jeunes aujourd'hui aussi, le système de retraite. Est-ce qu'il est crédible, le système par répartition? Je vois tellement de jeunes qui n'y croient plus au système par répartition. Donc la question, elle doit être posée à la société, et en même temps, c'est une décision politique. Alors, Gérard Larcher, on va passer au chapitre sur la décentralisation. Alors, le Sénat a remanié le projet de loi sur cette question en première lecture. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas favorable à la réforme telle qu'imaginée par les socialistes? Tout d'abord, ça fait beaucoup de textes où on a touché aux collectivités territoriales. Depuis 2008, ça fait 4 textes successifs. Alors que nos collectivités traversent un moment complexe parce que
Nous savons bien la situation financière du pays, et celle des collectivités territoriales est une situation difficile, alors qu'il y a les réalités économiques. Tout ceci, les collectivités territoriales ont besoin d'une stabilité. Alors que les collectivités territoriales viennent de s'engager dans la phase définitive de l'intercommunalité. Je vous rappelle que c'est en décembre 2012 que les préfets devaient rendre, j'allais dire, la carte, le schéma d'organisation territoriale dans chacun des départements. Et voilà qu'on remet les choses sur le métier, alors même que les arrêtés préfectoraux ne sont pas pris. Deuxième question, est-ce qu'il est bon de tronçonner un texte en 3? Alors pour traiter d'un côté les métropoles, comme ça on se dit les ruraux vont nous ficher la paix pendant ce temps-là. Un autre texte pour traiter région et ensuite département. Un autre texte pour traiter des communes. On va avoir un manque d'approche et de vision globale dans un texte tronçonné. Sur les métropoles, vous m'avez posé la question, pourquoi nous étions hostiles sur la région Île-de-France? Parce que tout simplement, on n'a pas été au bout du texte. Quid de l'avenir des départements dans la région Île-de-France? Quid de l'avenir de la région Île-de-France? Et puis aussi, un paradoxe. Voilà que la gouvernance appartenait à qui? À quelques présidents de grandes intercommunalités et au maire de Paris. Au fond, on n'avait pas réglé, en vérité, la disparition des intercommunalités intermédiaires et du pouvoir des maires. Alors, et puis, quid de la grande région Île-de-France, qui était en dehors de Paris Métropole? Rambouillet, par exemple, Fontainebleau, d'autres villes, Magny-en-Vexin dans le Val d'Oise. Qu'est-ce qu'elles devenaient? Est-ce qu'elles étaient repoussées comme des réservoirs futurs d'urbanisation, ou est-ce qu'elles devaient tourner vers d'autres régions? Eh bien, je dois dire qu'au Sénat, il y a eu une large majorité pour repousser ce projet pour l'Île-de-France, parce que ce projet pour l'Île-de-France, il était en déficit démocratique, il ne traitait pas d'une organisation globale, et au fond, il n'avait pas le courage de poser la question de l'avenir des départements. Dans ce projet, on parle de lisibilité, d'économie, d'efficacité. De simplicité, paraît-il. Oui, alors oui. Paraît-il. Paraît-il. Oui. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas supprimer un étage? Je sais bien que ce n'est pas forcément tout à fait dans ces termes-là que ça se pose, que c'est un peu plus compliqué entre le Rhône et la Lozère, mais tout de même, dans le Rhône, est-ce qu'il ne faut pas dans le Rhône, simplifier à outrance? Nous avons vu que ça a été adopté. Il y avait un accord politique. Il y avait une volonté politique de partir. Sur Aix-Marseille, il y a eu un accord, après les amendements d'ailleurs, qui sont venus du maire de Marseille, principalement, parce que, j'allais dire, il a été considéré que le temps était venu d'un autre mode d'organisation. Et d'ailleurs, le département s'efface et transfère un certain nombre de ses compétences à la communauté urbaine à Lyon. Oui. Donc là, on a simplifié. Mais je vais reprendre l'Île-de-France parce que c'est là-dessus que le Sénat a rejeté massivement, et un amendement qu'avec Roger Carucci, Jean-Jacques Hyest et d'autres sénateurs j'ai soutenu, et qui a été adopté. C'est quoi? C'est tout simplement de dire qu'on ne peut pas ne pas gérer la métropole de Paris dans un déficit de démocratie. Deuxièmement, sans traiter de la Grande Couronne. Et troisième élément extrêmement important, sans traiter du devenir des compétences départementales et de la région. Dans cette région de 11 millions d'habitants, voilà que quelque part 10 millions étaient gérés par la métropole et 1 million. Est-ce qu'il faut faire la même chose partout, dans tous les départements, ou est-ce qu'il faut avoir une organisation à géométrie variable? J'ai toujours été favorable à une adaptation aux réalités géographiques. Ce qu'on a fait dans certains territoires insulaires, on peut le faire parce que, souvenez-vous, sur l'organisation territoriale, je disais que la région Limousin n'est pas comparable à la région Île-de-France. Moi, je pense personnellement, et je l'ai dit dans mon propos au Sénat, qu'il faut affermir les intercommunalités, les élargir là où c'est nécessaire. Je pense qu'il faut garder au département un rôle de proximité, notamment en ces temps de crise, et sans doute rebâtir la France en 7 ou 8 régions. Avoir, j'allais dire, l'imagination que le général de Gaulle avait eue quand il a créé les régions de programme, nommé des préfets IGAM. Je crois que le temps est venu d'avoir des régions à une dimension qui soit adaptée, qui permettent d'aménager le territoire
d'assurer le développement économique, le développement notamment de grandes infrastructures, le développement universitaire, de la recherche. Ça, c'est l'idée de 7 ou 8 grandes régions. Donc on garde qu'on tous a les d'ailleurs niveaux. pour partie un peu dessiné Donc pour dans vous- la carte électorale européenne. Voilà, pour vous, on garde tous les niveaux, on les spécialise et on fait des grandes régions, Oui, voilà. Alors, pour résumer. puisqu'on parle des différents échelons, on va parler aussi cumul des mandats. Vous êtes favorable, vous, au cumul des mandats parlementaires et locaux? On a plusieurs questions d'ailleurs qui nous sont arrivées sur ce sujet. Par exemple, Juliane qui vous demande, est-ce qu'on peut être efficace dans chacun de ces mandats quand on est, comme vous, maire et sénateur? Je suis favorable à, j'allais dire, la capacité qu'a un parlementaire d'exercer un mandat exécutif. C'est peut-être banal que je vais dire, mais l'expérience que je tire de ma vie de maire de Rambouillet au quotidien m'éclaire pour le Parlement. Et elle éclaire les décisions que je prends. L'expérience qui est la mienne au travers de la vie municipale, je pense qu'elle n'a pas été inutile, y compris pour des décisions qui n'ont pas été que des décisions partisanes. J'ai été le rapporteur, il y a longtemps déjà, du texte sur l'aménagement et le développement du territoire. Si je n'avais pas eu cette expérience d'élu local, enraciné sur le territoire, peut-être que je n'aurais pas pu avoir l'audace, y compris à l'époque, j'ai été battu, de proposer les chefs de file, qui devient le grand sujet aujourd'hui de la politique d'aménagement et de rééquilibrage du territoire pour désigner qui fait quoi. Parce qu'on a souvent reproché notre millefeuille. Et puis, j'allais dire, c'est l'électeur qui est juge. Et personnellement, j'ai été élu maire de Rambouillet en 83, sénateur en 1986. À chaque fois, j'ai été réélu dès le premier tour. Je ne dis pas ça pour dire que je suis bien ou meilleur. Je dis simplement que je pense que nul ne peut dire que je n'ai pas exercé mes 2 mandats pleinement et totalement. La vraie question qui est posée, c'est la question des conflits d'intérêts. Et peut se poser des questions que je trouve légitimes. Est-ce que, et je le suis, est-ce qu'on peut continuer à être le président de la société HLM locale? Voilà une vraie question qui est posée. De la société d'économie mixte locale. C'est ce sur quoi on avait commencé à travailler, cher Michel Urvois, en 2010 au Sénat. D'ailleurs, dans un rapport de 2 parlementaires, l'un s'appelait M. Frima, il était sénateur socialiste, l'autre était le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, sénateur de Seine-et-Marne. Et on s'est posé la question des conflits d'intérêts. Et paradoxalement, dans le débat que je viens de suivre à l'Assemblée nationale sur la transparence, j'allais dire, on a eu un débat sur le patrimoine, on n'a pas eu un vrai débat sur les conflits d'intérêts. Et c'est donc sur ce sujet des conflits d'intérêts que je pense qu'il faut mettre les choses à plat. Non pas comme une suspicion, mais, j'allais dire, il y a un moment, un parlementaire, comme un maire, pour prendre ses décisions, doit être totalement libre. Et totalement libre, c'est-à-dire évitant les conflits d'intérêts. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet sur lequel je pense qu'il est assez simple. Moi, je considère qu'il n'est pas totalement normal d'exercer certains métiers qui vont entrer en certains conflit métiers d'intérêts. et certaines fonctions, si je Certaines comprends bien, fonctions. y compris de représentation Voilà. en tant qu'élu. D'accord. Donc il y a le C'était les cumul, propositions. il y a le Il cumul y a le visible, cumul, mais il y a surtout le et conflit. il y a le cumul invisible. Ne croyez pas que ce sont parfois nos collègues qui n'exercent aucun autre mandat qui sont beaucoup plus présents. Un des problèmes de la présence au Parlement, d'abord, c'est l'organisation de nos débats. Sujet très important. On passe notre vie en commission, on a des débats longs. Il va falloir moderniser notre vie parlementaire. Je n'ai pas tout à fait réussi comme président du Sénat, malgré la réforme constitutionnelle, parce que c'est une révolution dans les têtes. Et en même temps, les représentations extérieures. J'avais fait une comptabilité effarante de l'emploi du temps de parlementaires qui sont pris dans des représentations extérieures, dans des tas d'organismes, au nom du Parlement, mais qui les empêchent parfois d'être présents au Parlement. Alors, question directe de Mick du 78. Êtes-vous candidat à votre succession à la mairie de Rambouillet? Eh ben, c'est une décision que je prendrai à la lumière du débat sur les cumuls des mandats. Si nos collègues adoptaient un texte sur le cumul, moi je dois pouvoir dire en vérité aux gens quelles seront les conséquences de ce texte en républicain que je suis. Donc j'attends de voir ce que sera ce texte. Texte qui s'appliquera a priori en 2017. Oui, mais pardonnez-moi, quand vous présentez une élection municipale, Vous êtes vous obligé présentez d'annoncer la pour 6 couleur. ans, et moi je pense qu'il faut annoncer la couleur. Il se trouve que j'ai de la confiance des habitants de Rambouillet depuis 1983,
une confiance d'ailleurs qui dépasse tous les clivages politiques. Et je veux pouvoir continuer à regarder chacun. L'ancien président du Sénat que vous êtes accepterait de renoncer au Sénat pour se consacrer à Rambouillet. Ou alors prévoir à Rambouillet, parce qu'il y a aussi, vous savez, quand je vois qu'aujourd'hui, je marie les enfants de ceux que j'ai mariés, malgré l'ouverture de mon équipe, il y a peut-être aussi des moments où il faut réfléchir à l'avenir, parce que de toute façon, imaginons que j'opte pour 2017. Il va falloir préparer l'avenir. Et ça, je veux en parler avec les Rambolitains. Une question de Michel sur les prochaines municipales. Alors, oui, puisque justement on est dans les municipales, elles peuvent changer la donne au plan national, puisque on peut penser que la gauche, qui est très majoritaire dans le pays, connaisse un contre-coup. Est-ce que vous imaginez que le Sénat puisse rebasculer à gauche et quelles sont les conditions pour qu'il revienne à gauche, pour qu'il revienne à droite, pardon? D'abord, moi, je suis l'enfant d'un contre-coup. J'avais 32 ans, 83, c'est le contre-coup de 81. Oui. Et je suis élu maire de Rambouillet. Et la victime d'un autre contre-coup. Voilà. Ben oui, mais c'est la démocratie. C'est la démocratie. Et c'est pas grave. Et je pense que les élections municipales, la gauche se présentera dans une situation politique difficile. Il faut tempérer cela par le fait qu'une élection municipale n'est pas qu'une élection totalement politique. Tout dépendra de l'ambiance à ce moment-là dans le pays. Même si je suis le fruit d'une ambiance en 83 qui m'a permis d'être élu au départ contre toute attente maire de Rambouillet. Je succédais à une grande dame, radicale de gauche, mais à des équipes qu'elle avait autour d'elle, qui étaient socialistes et communistes. Et donc, je dois dire qu'il y a des réalités politiques. Vous savez, l'alternance au Sénat, elle a d'abord, et j'en ai été la victime, mais elle a été le signe que le Sénat représentait bien les territoires, sa fonction constitutionnelle. Alors justement, ce sont des élections territoriales. Les territoires avaient progressivement, depuis 1995, basculé plutôt à gauche. Ben, il y a un moment, ça s'est traduit dans la majorité sénatoriale. Ça démontre que le système électoral, qu'on essaye de remettre en cause un peu à nouveau en ce moment par la réintroduction de la proportionnelle, eh bien, il était équilibré et juste, quoi qu'on en ait dit. Souvenez-vous des débats en 2008 sur le système électoral. Alors, pour que nous regagnions le Sénat, ben, il faut que plus du tiers de ce que nous avons perdu depuis 1995 s'inverse. C'est possible. C'est quelque chose qui, à mon avis, peut se réaliser. Mais vous savez, parler des sénatoriales avant les municipales, c'est, pour reprendre une formule rurale, en tous les cas, avoir mis la charrue avant les bœufs. Et je dois dire que moi, avec mon origine rurale, j'allais dire, je sais que je récolte le blé qu'après l'avoir semé. Alors Gérard Larcher, on va passer à la séquence pour ou contre de cette émission. On va vous donner quelques idées de projets de réforme et vous allez nous dire si vous êtes pour ou contre. Peut-être parfois je pourrais mettre un tout petit codicile pour expliquer pourquoi. Avec une rapide phrase d'explication, voilà. Gérard Larcher, êtes-vous pour ou contre le déblocage de la participation et de l'intéressement au 1er juillet? Contre. Pourquoi? Et j'ai été contre à l'époque de la proposition du gouvernement Fillon. Parce que c'est contraire au principe de la participation. À chaque fois... À son objectif. Et bien sûr. Et à chaque fois, on le fait, j'allais dire, pour tenter d'améliorer le pouvoir d'achat. Mais au fond, on détourne de l'esprit du gaulliste que je suis, de ce que représente l'intéressement et surtout la participation. Pour ou contre, Monsieur Larcher, la baisse du quotient familial? Contre, parce que je pense que c'est un sujet qui est une hausse d'impôts déguisée et qu'en même temps, il faut faire très attention à toucher à notre politique familiale. Et c'est vrai aussi pour les retraites, puisqu'on parle de supprimer l'avantage qui a été donné aux couples qui ont eu 3 enfants et plus, les 10%. Nous avons un succès partagé qui est notre politique familiale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous auriez préféré un plafonnement des allocations? En tous les cas, moi je voudrais qu'on ait vraiment un vrai débat, une vraie discussion et qu'on ne travaille pas par petits bouts, allez, 10% par-ci, un plafonnement par-là. Je crois que ça mérite une vraie réflexion parce que nous sommes un des pays qui peut tracer une perspective d'avenir grâce à sa démographie. Faisons très attention, c'est un élément de notre modèle de société.
Gérard Larcher, êtes-vous pour ou contre l'enseignement en anglais dans les universités françaises? Plutôt pour, parce que je ne pense pas, si on prend quelques précautions, qu'on mettra en cause la langue française. Et je pense qu'il est important que nous soyons, j'allais dire, en pleine prise en compte des réalités du monde. Mais je suis aussi pour l'enseignement dans d'autres langues. Je pense à l'allemand, je pense à l'espagnol, parce que nous avons besoin d'être présents partout dans le monde. Je pense aussi à des langues qu'on maîtrise peu, l'arabe, le chinois. Je pense que c'est extrêmement important pour l'Union européenne. À un moment, elle doit se redresser économiquement. Et pour ou contre la consultation des patrimoines en préfecture? Patrimoine des parlementaires, des élus. J'ai sur ce sujet, j'allais dire, un regard assez distancié. On a un peu bricolé à l'Assemblée nationale après des annonces. Je pense que la question des patrimoines avait été largement réglée. Moi, j'étais pour donner plus de pouvoir à la commission de contrôle. Ce qui va être le cas. Oui. Une capacité de saisine et, sur décision de la commission de contrôle, une éventuelle publication pour ceux qui ne livreraient pas l'ensemble des informations. Vous savez, j'ai connu ça comme ministre, mais comme ministre, on a une vérification approfondie, fiscale. Et pour tout vous avouer, c'est public. Moi, j'avais oublié de déclarer, je crois que c'était le mois de salaire de ma fille travaillant pendant ses vacances. Un oubli. Ma vérification fiscale approfondie a montré, j'ai versé ce que nous avions oublié, mon épouse et moi-même. C'est dire que ça fonctionnait quand même. Mais ça n'est pas aujourd'hui ce qui se fait qui aurait empêché ce qui s'est passé avec le ministre Cahuzac. Le mensonge n'est jamais interdit par la loi. Gérard Larcher, est-ce que vous êtes pour ou contre ces maires qui refusent de célébrer les mariages des personnes moi, de même sexe? j'ai manifesté, j'ai voté contre, j'ai participé au débat sur le mariage pour tous. J'ai vraiment regretté que le président de la République se déjuge par rapport à ce qu'il avait dit devant le Congrès des maires de France. Il faut faire attention, la parole présidentielle, qu'on ait voté pour lui ou pas pour lui, c'est quelque chose d'important dans le pays. Dans une République, la parole présidentielle, quand il dit au maire « je vous donnerai une clause de conscience », c'est quelque chose qui aurait dû être repris. Moi, personnellement, j'ai dit que je célébrerai moi-même ces mariages. J'expliquerai dans ce mariage d'ailleurs que j'ai voté contre, parce que je dois la vérité aux gens que je marie, et que seul l'adjoint délégué à l'état civil, en cas de mon absence. Pourquoi? Parce que je veux que chacun de mes élus puisse exercer sa clause de conscience. Puisque le président de la République n'a pas tenu sa parole, moi je tiendrai ma parole à Rambouillet, mais en même temps, quand je marie, je suis le représentant de l'État, je le rappelle, l'officier d'état civil, et pas le maire ou le parlementaire avec sa sensibilité. Et donc, en républicain, mais, si vous voulez, la clause de conscience, je veux que chacun de mes adjoints puisse... Tout le monde n'est pas tout à fait sur cette position oui, mais moi, c'est ma conception, républicaine, c'est ma conception y compris au sein de l'UMP. Bien sûr, mais c'est ma conception de la République. Gérard Larcher, on va parler de l'UMP à présent. Les militants vont se prononcer bientôt pour savoir, pour dire s'ils sont d'accord pour une nouvelle élection à la rentrée pour désigner le nouveau président ou le président en tout cas de l'UMP. Est-ce que vous êtes favorable à ce vote des militants? Il faut savoir que le vote de novembre, c'est un vote qui n'a pas été sincère. Il faut utiliser les vrais mots. Et qu'aujourd'hui, s'est posé la question de la gouvernance à l'intérieur de l'UMP. François Fillon et Jean-François Copé avaient pris une décision de revoter. Nous avons fait des choses très importantes, puisque j'y ai participé. Notamment, nous avons mis en place des statuts qui doivent permettre une réelle vie démocratique dans un parti politique. Nous avons tranché la question des primaires, et pour tous les candidats, y compris les candidats qui auraient été présidents de la République auparavant. Nous avons, j'allais dire, mis en place des organisations provisoires. Il manque aujourd'hui une vraie ligne politique qu'il va falloir dégager à l'UMP. Et autour de cette ligne politique, il peut y avoir, j'allais dire, d'ailleurs, des variations d'attitude. Mais la question européenne est une vraie question qui va se poser devant nous. La réponse aux attentes des Français. Vous savez, 80% des gens, même dans une ville comme la mienne, où le taux de chômage est inférieur à 6, ils viennent me parler travail, emploi, avenir des jeunes.
il va falloir que là-dessus, on ne soit pas simplement dans la nostalgie du passé, mais dans des propositions extrêmement claires. Et puis, il y a la question des alliances politiques, qui est aussi une ligne. Absolument. Alors, est-ce que justement l'ombre de Nicolas Sarkozy, sur lequel on spécule tous les jours quant à ses intentions, n'empêche pas de trancher ces débats sur l'inventaire, enfin le bilan, les raisons de l'échec, sur la stratégie, et sur les hommes. En tous les cas, je pense que le débat ne se situe plus dans le rapport Fillon-Copé, que le débat il va se situer demain sur la préparation d'un projet d'alternance, et puis il y aura des candidats pour porter ce projet d'alternance. On propose une primaire ouverte, sous le contrôle d'une autorité. Celles et ceux qui seront candidats seront candidats. La primaire tranchera, et ça deviendra notre candidat. Y compris Nicolas Sarkozy. Y compris Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas non plus, j'allais dire, oublier ce que Nicolas Sarkozy a fait, et a fait notamment face à la crise de 2008, les changements importants qu'il a introduits dans le pays, les décisions importantes qu'il a prises. Parfois, je les ai soutenus globalement, parfois j'ai eu des points de désaccord, tout le monde le sait. En même temps, aujourd'hui, tout le monde sait que je suis aux côtés de François Fillon, mais que je tiens l'UMP, parce que l'UMP, c'est un rassemblement de sensibilités qui ont constitué la vie politique, j'allais dire, du centre à la droite républicaine, mais qui s'inscrit clairement dans des valeurs et qui refuse, j'allais dire, même y compris au nom d'alliance, des valeurs qui sont marquées par le rejet, par une forme de violence de société. Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence à faire le bilan parce que là, on voit bien Jean-François Copé, il essaie d'être un peu l'attrape-tout. On le voit dans la manif contre le mariage pour tous. On le voit dans... Enfin, le mariage pour tous, c'est pas le bilan. Pierre Mauroy. Mais on sent bien que... Qu'il soit présent, ça me semble, dans une république qui a besoin d'apaisement en ces temps... que Jean-François Copé soit présent pour rendre hommage à un ancien Premier ministre républicain de la Ve République, même s'il fait partie de ceux que j'ai moi-même combattus, si vous voulez, comme maire. Je n'étais pas encore parlementaire à l'époque de Pierre Mauroy, ça ne me semble que normal. Faire le bilan, c'est regarder ce qui a pu être conduit dans cette période de crise de manière positive, ce qui n'a pas pu être fait, et ça n'est pas un bilan pour critiquer, c'est un bilan pour, à partir de ce soubassement, construire un projet alternatif. C'est ma vision des choses. Moi, je me sens totalement libre. Alors, on va parler emploi et chômage également dans cette émission. À la sortie des derniers chiffres records du chômage, vous avez appelé François Hollande à passer à l'acte 2. Alors, vous pensez de votre côté que l'emploi passe par la levée des charges qui pèsent sur les entreprises, c'est bien ça? Pas uniquement là-dessus. Mais vous savez, c'est dans votre confrère, je crois l'Express, que Laurent Berger, nouveau patron de la CFDT, disait il va falloir qu'on se réveille tous par rapport à l'emploi. Et moi, personnellement, il y a un rendez-vous très bientôt, au mois de juin. Et il y a une conférence sociale qui s'inscrit dans l'esprit de la loi de 2007, la seule qui portera jamais mon nom, sur le dialogue social. Et il faut que l'emploi soit vraiment au rendez-vous. Et l'emploi, c'est pas simplement des contrats d'avenir et des contrats de génération. Pardonnez-moi, Jean-Louis Borloo et moi-même, mais avant Martine Aubry, nous avons fait de ces emplois aidés. Ils sont importants, ils sont utiles. Mais ça ne suffit pas. Mais pardonnez-moi, ce n'est pas avec ça que vous allez inverser. Je sais que le gouvernement parie aussi sur la diminution de la démographie de ceux qui vont entrer sur le marché du travail, qui est une réalité à la fin de cette année. Et que donc, sur ces variations démographiques entre départ à la retraite et arrivée du nombre de jeunes, mais sans croissance, il n'y a pas de création d'emplois. Il faut donc, dans la vitesse, vraiment créer les conditions de la croissance. Créer les conditions de la croissance, c'est se poser la question, y compris du coût du travail. Et là-dessus, il y a des révisions naturellement à faire, de l'organisation du travail. Et c'est se poser la question de la formation, et notamment comment on accompagne les demandeurs d'emploi dans la formation, mais aussi comment on évite que 150 000 jeunes, mais j'allais dire ces chiffres-là, on l'a depuis 1979, 150 000 jeunes sortent du système. Tous les ans. Et tous les ans, on nourrit 150 000 jeunes qui sortent du système sans formation, sans diplôme, et qui vont galérer. Et donc, le caractère indispensable, c'est de retrouver les chemins de la croissance. Et ça peut passer par des bouleversements. Moi qui ai été pour le partage du travail,
J'ai fait partie de ceux qui ont soutenu à l'époque les positions de Gilles de Robien, d'Alain Juppé, qui est cheminé en partie d'ailleurs aux côtés d'idées qui étaient exprimées par la CFDT. Je me souviens d'un article assez dur sur moi, y compris de mes amis à l'époque. Je pense que ça n'a pas marché. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose les mêmes questions que Schröder. J'en ai bien le souvenir en 2003, parce que j'ai été ministre du Travail l'année suivante, et qu'on m'a demandé d'aller voir ce qui se passait en Allemagne, au travers du plan Hartz, que nous révisions, j'allais dire, y compris le problème de la durée légale du travail. Est-ce qu'il ne faut pas, et ça c'est un point que je partage, notamment avec François Fillon, passer à l'accord d'entreprise ou de branche, naturellement dans le cadre des limites qui sont fixées par les règles européennes. Est-ce qu'il ne faut pas réimaginer non pas le débat éternel sur le contrat unique, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, les jeunes qui galèrent, c'est parce qu'il n'y a pas de CDI pour eux, et qu'au fond, on ne répond pas à tous ces jeunes qui galèrent. Je le vis, y compris dans ma vie familiale. Ces jeunes qui mettent, j'allais dire, de CDD en intérim, mettent des années à entrer dans la réalité du travail. Alors, formation, flexibilité, d'accord, mais sur le coût du travail, est-ce que compte tenu de l'état des comptes publics, on peut se priver, il faut transférer. On peut se priver de recettes? Mais, naturellement, il faut inventer de nouvelles recettes. Et ces nouvelles recettes, nous avions trop tardivement, repris un travail très ancien du Sénat, je le rappelle. Jean Arthuis, un travail ancien du président du Conseil général de la Mayenne, qui, depuis longtemps, pensait que, comme les Danois, par exemple, il fallait transférer sur la valeur ajoutée, d'autant plus que ça nous protégeait. La fameuse TVA, oui, dite sociale. Sociale ou anti-délocalisation, peu importe, mais nous protégeait aussi du dumping d'importation massive qui, elle, paye très peu de taxes. Alors Gérard Larcher, on va passer à la dernière séquence de cette émission. Ce sont les questions de la semaine pour chaque journée écoulée. On va vous poser une question d'actualité. C'est Michel qui commence. Alors jeudi, on a appris que le déficit de la sécurité sociale devrait s'élever à plus de 14 milliards en 2013. Est-ce que vous pensez qu'une des réponses, c'est la traque aux fraudes? Est-ce qu'on peut aller loin dans ce chemin-là? Bien sûr qu'il faut lutter contre les fraudes et les abus, et le gouvernement précédent, par exemple, a, sur le contrôle de la CMU, sur le contrôle d'un certain nombre de prescriptions abusives, j'allais dire, mis en place une traque à la fraude. Mais il y a aussi une réalité, c'est que l'augmentation de l'espérance de vie, l'amélioration, j'allais dire, technique, les besoins de santé des Français sont une réalité. Donc on est bien d'accord, l'essentiel pour vous n'est pas là. Enfin, il faut bien combattre, sûr, mais c'est pas... J'ai, pendant 8 ans, présidé les hôpitaux publics de ce pays. Il faut aussi qu'on soit fiers dans un pays comme le nôtre. Qu'on soit fils de roi ou qu'on soit malheureusement sans domicile fixe, il vous arrive un accident sur la voie publique, vous êtes traité de la même manière. Et c'est un des honneurs de notre pays et de notre modèle social. En même temps, nous voyons bien qu'il va falloir réfléchir au financement. Or, essentiellement, il repose sur le travail. Hormis la CSG, il repose encore essentiellement sur le travail. Nous voyons bien qu'on est au bout du modèle. Et que donc, si on veut retrouver de la compétitivité, c'est pareil pour les retraites. Si vous augmentez les cotisations, vous alourdissez le coût du travail et vous, j'allais dire, plombez le peu de compétitivité qu'a notre pays. C'est donc tout ça qui est sur la table et qui mérite débat. Naturellement, il faut faire des efforts, puisque nous avions, et c'est une des réussites du précédent gouvernement, contenu le déficit, mais il y a des réalités qui vont s'imposer. Chaque année, dans l'ONDAM, vous savez, cet objectif national des dépenses d'assurance maladie, de plus en plus, nous devons donner, notamment pour nos aînés dépendants qui ont besoin d'un soutien médical. C'est aussi le modèle de société. Et ce que nous avions entamé avec François Fillon, la réflexion sur le financement de la dépendance, il va aussi se poser. Et c'est une des réponses que nous devrons apporter. C'est à mon avis là-dessus que les Français nous attendent. Quel est notre projet demain pour relever ces défis ? On passe à la question de vendredi. Vendredi, 8 personnes ont été placées en garde à vue après la mort du jeune militant Clément Méric. Est-ce que pour vous, cette affaire illustre un retour en force de l'extrémisme en France ? En tous les cas, je me suis déjà exprimé, c'est naturellement insupportable, inacceptable. Et
il ne faudrait pas que l'espèce de zapping qu'on a toutes les journées nous fasse oublier ce jeune Clément Méric. En même temps, je sens de la tension dans le pays. Et il faut qu'on fasse attention à ce que les valeurs extrêmes, où qu'elles se situent, ne remplacent pas les valeurs de la démocratie. Or, en temps de crise, c'est souvent la démocratie qui est en danger. Et personnellement, je me sens, plus les temps sont difficiles, plus je me sens en exigence républicaine. Et à la limite, je me moque de mon résultat électoral. Vraiment. Je n'ai jamais cédé, me semble-t-il, à la tentation de dire que ce serait... c'est l'autre, c'est celui qu'on ne connaît pas, c'est celui qui a un nom qu'on ne peut pas prononcer, qui serait le responsable de tout. Et ce serait le salaud de patron aussi. Je n'accepte pas plus qu'on mette en cause un étranger que, j'allais dire, la famille Peugeot à un moment. Pour moi, il faut qu'on fasse très attention. On peut se dire des choses, mais il faut qu'on se dise ces choses dans un esprit de démocrate, de républicain. Et je crois que c'est fondamental. Et plus la crise est présente à nos portes, plus nous devons faire attention à ne pas faire d'amalgame entre les uns et les autres. Et que le gouvernement recherche à interdire un certain nombre de mouvements, j'allais dire, c'est quelque chose que je partage. Simplement, c'est un peu compliqué au plan juridique, mais que je partage. Mais c'est vrai dans tous les mouvements. La violence altermondialiste, parfois, est insupportable. Et naturellement, celle qu'on qualifie d'extrême droite, mais est-ce que ça a un sens, d'ailleurs, de la qualifier? Elle est insupportable en démocratie. Ce week-end, M. Larcher, le PS a perdu 2 sièges à l'Assemblée nationale dans les législatives partielles. C'est le signe de quoi, selon vous? Parce qu'il y a eu... Ils ont été acquis, mais avec une participation extrêmement faible. Mais parce que, d'abord, nos compatriotes français de l'étranger débutent dans l'exercice du suffrage universel direct. C'est quelque chose d'un peu compliqué, puisque auparavant, ils n'étaient représentés que par des sénateurs. Donc, ils avaient un système électoral un peu particulier. Donc, une élection partielle, c'est jamais très mobilisant. Deuxièmement, c'est un mode de scrutin nouveau pour nos compatriotes de l'étranger. Ce qu'on voit quand même, c'est que la gauche a été balayée. Et vous avez une analyse grandeur nature du regard des Français établis hors de France. Pour avoir échangé hier et ce matin avec des collègues représentant les Français établis hors de France, je pense notamment à mes collègues gaullistes, puisque ce matin nous étions réunis ensemble, nos compatriotes établis hors de France ont un œil très très critique sur la politique, notamment économique, que conduit notre pays. Ils ont le sentiment de perdre du terrain. Et souvent, nos compatriotes établis hors de France sont souvent aux avant-postes économiques, culturels, éducatifs de notre pays. Et je crois que ça explique ce résultat sans appel. Alors, lundi, un syndicat de proviseurs a annoncé que le bac coûterait 1,5 milliard d'euros chaque année. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression du bac ? J'allais dire, je ne suis pas favorable à la suppression du bac, mais à une organisation différente. La semaine dernière, j'ai été au lycée Chaptal. Et madame le proviseur du lycée Chaptal m'a tout simplement dit moi, depuis un mois, je suis totalement désorganisé dans mon lycée. Parce que le système du baccalauréat ne déstabilise pas que les terminales, ce qui est assez normal, mais les premières, les secondes et mon établissement. Je crois qu'il faut un examen, il faut aussi des symboles, mais en même temps, il faut sans doute simplifier. Et en tous les cas, j'ai vu le rapport du syndicat des chefs d'établissement qui disent on a 8% en fait de notre temps qui est consommé par cela. Je crois que ça n'est pas non plus acceptable. Il faut donc, à mon avis, réorganiser un examen, le supprimer. Souvenez-vous, quand ça a été proposé par les uns ou par les autres, les jeunes restent attachés à quelque chose qui leur permet aussi d'être un signal. Il faut qu'on y soit attentif. Dernier jour, dernière question. Hier, le Premier ministre turc Erdogan a nettoyé par la force la place Taksim à Istanbul. Vous êtes président du groupe d'amitié France-Turquie au Sénat. Est-ce que vous trouvez qu'Erdogan gère correctement cette crise? Est-ce que c'est la bonne méthode? Que devrait-il faire? Je crois qu'il faut qu'on soit très attentif à ce que disent en Turquie ceux qui ne partagent pas, j'allais dire, la manière de gérer du Premier ministre turc. Y compris dans ses rangs, je vois qu'un certain nombre ne partagent pas cette manière forte. La Turquie, c'est un grand pays.
La Turquie, c'est aussi un message, un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est une grande puissance régionale. Et en même temps, la Turquie est en train de se crisper, de se renfermer sur elle-même. Et le message qui est envoyé par jeunes et moins jeunes d'ailleurs en Turquie, c'est un message qui doit être entendu. Et dans une démocratie, j'allais dire, on ne réprime pas l'expression de la liberté uniquement par des gaz lacrymogènes, uniquement par des canons à eau. Il faut qu'il y ait un débat et il faut sentir la volonté du peuple turc, j'allais dire, d'avoir cet espace de liberté. Donc c'est un appel que vous lancez oui, mais je reprends aux ce que autorités turques. Ma collègue qui appartient à notre groupe d'amitié, qui d'ailleurs s'est peu réunie, parce que les Turcs avaient coupé les ponts avec le Parlement français après l'affaire arménienne. Oui. Et moi, je n'avais pas voté l'affaire arménienne, il n'empêche. Mais ma collègue Esther Benbassa, écologiste et membre de notre groupe d'amitié, l'a exprimé dans une question d'actualité, et j'en partageais tout à fait les termes. Je suis inquiet pour le message que la Turquie, à un moment où le Moyen-Orient, j'allais dire, est au bord d'un embrasement total. Le dossier syrien est un dossier très complexe. Je reviens d'Algérie où j'étais avec Jean-Pierre Chevènement sur la question notamment du terrorisme, du narcoterrorisme à la suite du dossier malien. Et nous savons aussi qu'il y a aujourd'hui en Syrie, du côté de ce qu'on appelle le djihad, mais je me méfie de ce mot parce que traduit en arabe, il ne traduit pas la réalité, mais de gens qui se battent contre, j'allais dire, les forces d'El-Assad, des gens qui sont mus par une radicalité et qui ne sont pas mus par la volonté de démocratie qu'avaient les premiers. Donc vous dites au Premier ministre turc Erdogan, de grâce, négocier, discuter avec... parce que vous avez un rôle en plus important et vous avez un message. En même temps, c'est un pays, et moi je fais partie de ceux qui souhaitaient, à la différence d'autres, qu'ils puissent entrer d'une manière ou d'une autre en Europe. Ce qu'on voit ici démontre bien qu'on n'est pas sur le même schéma de valeurs. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Gérard Larcher d'avoir été parmi nous. Merci de m'avoir invité, puis je voudrais saluer les internautes. Je me suis mis il y a peu à toute cette technique, donc je les rejoins avec bonheur. Merci. Merci Michel Urvois. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur l'internaute.com et ouestfrance.fr. Lundi, nous recevons Valérie Pécresse pour une nouvelle édition de Direct Politique. À très vite.